Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Alors chaque mercredi, Marwan Elfites nous emmène par ses récits dans les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Je veux parler de Station F. Aujourd'hui, on va découvrir un programme historique fondamental et qui va intéresser tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriat. Ce sera dans la séquence Launchpad. Ensuite, au cœur de cette émission, on va adresser le sujet des biotechnologies qui ont connu un boom exceptionnel pendant cette crise pandémique. On verra quel rôle elles ont tenu, où est-ce qu'on les retrouve, comment elles ont été mises à contribution, les progrès réalisés également et la place qu'occupe la filière française. Ce sera avec 3 spécialistes dans le Tech Talk. Et puis nous retrouverons le rendez-vous Game Business avec 4 news à la une aujourd'hui. Et on conclura par une innovation dans le domaine de l'œnologie, la dégustation de quelques bouteilles de vin d'exception après un séjour dans l'espace. Ce sera un compte-rendu à la toute fin de l'émission. Mais d'abord, place au Launchpad. Donc le Launchpad, je le disais, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite chaque semaine par ses récits dans Smart Tech dans les coursives de Station F. Bonjour Marwan. Bonjour. Ce mercredi, on va faire un focus sur un programme Startup Maison. Il s'appelle le Founders Programme. C'est un peu le programme mythique du campus. On l'a lancé depuis le départ et effectivement géré en direct par le staff. Depuis le début, on parle beaucoup de programmes gérés par des partenaires de Station F. Celui-ci, il est géré en direct par nous. Et on l'a pensé et conçu en même temps que le campus, donc dès 2016, et puis on l'a lancé en 2017. Alors, les enjeux de ce programme, les cibles, les ambitions, quelles sont-elles ? Alors, on résume ce programme par une phrase très simple, c'est que 90% des challenges, des problèmes des entrepreneurs ne peuvent être résolus que par 2 entrepreneurs. À partir du moment où on a compris cette phrase, on a compris comment fonctionne le programme. C'est un programme réalisé par des entrepreneurs. On a fait pas mal d'enquêtes au début, pas mal d'entretiens pour comprendre ce qu'il fallait qu'on mette pour des entrepreneurs. Et donc, c'est un programme... Donc, c'est par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs en devenir. En devenir. Alors, ils le sont déjà, mais effectivement, ils ont encore plein de chemins, plein de choses à faire et pas mal de choses encore à parcourir. Mais l'idée derrière, c'est que c'est un programme qui va reposer sur du peer-to-peer, des échanges entre entrepreneurs. Pas de babysitting, ce n'est pas le staff de Station F qui dit comment entreprendre, mais on va tout faire pour mettre les bonnes ressources et les bonnes connexions auprès des entrepreneurs. Et beaucoup de flexibilité, il n'y a pas de durée minimale, il y a une durée maximale de 2 ans. Au-delà, on veut laisser la place à d'autres, mais ils ne sont pas loqués, entre guillemets, on ne prend pas de capital. Donc, c'est vraiment les éléments qui vont définir le Founders Programme. Et en termes de cible, on va s'adresser à des startups très jeunes, autour du pré-seed, seed, qui ont au moins un prototype, qui vont dépasser la phase d'idéation. C'est un élément très critique. Et finalement, on s'adresse à beaucoup de startups qui sont dans cette, vous savez, cette fameuse notion de vallée de la mort. Donc, entre... C'est quoi, ça fait 1 an, 2 ans déjà qu'ils ont lancé leur boîte ? À peu près maximum 1 an pour certaines. Et donc, elles sont dans cette phase de lancement du prototype, d'une bêta, voire d'un produit, et affrontent le marché. Ouais. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Oui. Et donc là, pour ne pas mourir, on intègre le Founders Programme. Vous avez des chiffres qui ressortent, des résultats ? Alors déjà, même le programme, pour se donner une idée de la taille, c'est le plus gros programme de Station F. On parle à peu près de entre 200 et 220 startups, ça fluctue à peu près, entre 600 et 700 personnes, près de 600 startups qui sont... En permanence, c'est-à-dire 200 sur des startups en permanence, Okay. Effectivement. Et depuis le début, du coup, depuis 2017, on est à peu près à 600 startups qui sont passées. Alors l'année dernière, les startups du Founders Programme, si on prend les alumni et les résidents, ont levé près de 50 millions d'euros, ce qui est assez important, sachant qu'il s'agit de tickets entre 500 000 et 1 million d'euros à peu près. D'accord. Le processus de sélection, si j'ai envie d'intégrer ce programme, je fais comment ? Ça commence dès maintenant d'ailleurs, la deadline c'est semaine prochaine. Donc ce qu'on fait, c'est en 2 tours. C'est qu'il y a un formulaire à remplir sur le site et j'invite chacun à regarder les questions qu'on pose. On va regarder le profil des fondateurs. Est-ce qu'il y a un fit entre les fondateurs et la vision qu'ils sont en train de construire, de porter, le produit qu'ils veulent lancer ? On va regarder quelques indicateurs, on va regarder la roadmap, voilà, quelle est la feuille de route que les fondateurs ont en tête. Est-ce qu'il s'agit d'un produit tech ? Et encore une fois, est-ce qu'ils ont dépassé le stade de l'idéation ? Alors, on ne donne pas de définition, mais montrez-nous que vous avez dépassé la phase d'exécution. Alors, une fois qu'on a ce formulaire-là, on va faire un premier filtre, une première sélection pour des startups qui sont des fois trop âgées ou trop jeunes. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser une vidéo où là, on veut voir l'équipe, on veut voir les fondateurs, on veut voir les échanges entre fondateurs avec des questions qu'ils ne connaissent pas. C'est pas juste un pitch vidéo qu'ils vous envoient. Il y a des questions qui apparaissent, vous avez quelques secondes pour les lire, vous avez quelques secondes pour répondre, donc c'est au tac au tac. C'est en anglais, parce que les évaluateurs ne sont pas forcément francophones, et il y a des questions professionnelles, des questions un peu curieuses, juste pour voir la réaction. Alors du coup, pour nous aider dans la sélection, donc l'équipe forcément est impliquée, mais on a aussi constitué un comité de sélection qu'on appelle le Selection Board, donc c'est près de 120 entrepreneurs du monde entier,
qui nous aident à évaluer. Donc, ils ont un track record assez particulier. Ils ont levé près de 5 millions d'euros. Ils ont déjà vendu une boîte. Et dedans, on va voir les fondateurs de Blablacar, par exemple, de Zenly, Too Good To Go, enfin des grands entrepreneurs qui nous donnent un peu de leur temps libre pour évaluer les dossiers. Et donc, la sélection se fait avec des entrepreneurs. D'accord. Et le déroulement du programme ensuite? Alors, on a différentes choses, mais effectivement, ce Selection Board, il va intervenir aussi. Donc, ils vont faire des ateliers, ils vont faire ce qu'on appelle des office hours, tout simplement des entretiens où chaque entrepreneur du Founders Programme peut réserver quelques minutes pour échanger sur un cas pratique, sur ce qu'il rencontre au quotidien. On va avoir des workshops en général avec uniquement des entrepreneurs, des investisseurs qui viennent partager des choses assez concrètes et opérationnelles. On a 3 par mois. Et là, sur ces ateliers, donc c'est vous, Marwan, qui les concevez et vienne qui veut? Oui, moi avec mon équipe. Et vient qui veut, effectivement, c'est une très grande flexibilité. Les entrepreneurs dans le Founders Programme sont très libres. On leur partage des ressources. Ils sont assez grands, c'est à eux de décider si ces ressources sont pertinentes pour eux ou non. Donc il y a 3 ateliers par mois. Et puis la chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle les guildes. Parler d'intelligence collective, de peer-to-peer, c'est le cœur même de Station F. Ces 200 startups sont réparties en 21 groupes qu'on appelle des guildes. Des guildes, c'est comme dans le jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire, c'est une référence au jeu. Ouais. Une référence à Warcraft, par exemple. Pour jouer à Warcraft, pour avancer, vous devez avancer en groupe avec d'autres joueurs. Là, c'est exactement pareil. C'est qu'une fois par mois, c'est la seule chose qui est obligatoire dans le Founders Programme. Vous devez vous réunir avec d'autres entrepreneurs. Ça dure 1h30. Vous vous échangez sur vos meilleures pratiques, sur vos challenges. Vous vous confiez en tant qu'entrepreneur et vous le faites avec d'autres entrepreneurs. Donc, ce sont les entrepreneurs qui vous écoutent, qui vous challenge, qui vous apportent du feedback. Quelques startups connues qui sont issues du programme on a près de depuis 600, le départ. on pourrait durer un moment pour les pitcher, mais effectivement, on peut avoir Hivebright, une startup qui a levé près de 18 millions d'euros qui apporte une solution pour gérer des communautés, notamment des communautés alumni. On va avoir Classroom, solution autour de l'éducation qui permet de connecter les parents et les profs avec un carnet de notes, un carnet de liaison finalement connecté. Antescofo qui a sorti une application qui s'appelle Metronote. Vous voulez apprendre à jouer un instrument de musique, vous allez pouvoir utiliser l'application qui va simuler un orchestre, qui va s'adapter à votre rythme de jeu. Solution extraordinaire. Et puis on a eu des exits, notamment auprès du FrenchTech 120, Suivana qui a été racheté par Swile dans la notion d'engagement des collaborateurs. On va avoir Crafty qui a été racheté par Talentsoft, le leader européen des solutions RH. Crafty qui apporte une cartographie des compétences en entreprise. Bah dis donc. Et alors, vous voyez des tendances se dégager là, de votre groupe en ce moment? Oui, ce qui est génial avec ce Founders Programme, c'est vu le volume, on voit beaucoup de tendances macro. Et tous les 6 mois, donc on intègre 60 nouvelles startups et 60 quittent le programme ou vont dans un autre programme de Station F. Donc le dernier batch est arrivé en janvier. On va avoir différentes thématiques. Sur les 60 startups, la moitié travaille soit sur des solutions de collaboration, de productivité, notamment Amalia qui permet de gérer... C'est lié au phénomène du télétravail? Oui, et puis c'est un phénomène qu'on voit énormément à Station F. Donc Amalia, par exemple, permet de gérer les compensations de ses commerciaux en direct. On va avoir des solutions autour de la medtech et du bien-être, notamment TIL, qui permet d'évaluer le bien-être mental de ses collaborateurs. Solution très très importante à considérer. On va avoir des solutions autour notamment de collaboration, on le voit énormément. Medtech, on le voit énormément. Donc c'est vraiment des sujets qu'on voit à chaque fois réapparaître. Mais en tout cas, la moitié des startups du dernier batch sont autour de ces tendances-là. Bon, et ce sera des tendances qu'on pourra suivre ensemble à travers ce rendez-vous du mercredi. Merci beaucoup, Marwan El-Fitaïs, responsable des programmes Start-up de Station F. Alors, on enchaîne, c'est pas des medtech, mais c'est quand même autour de l'e-santé. On enchaîne avec ce boom des biotechnologies pendant cette pandémie. Alors dans ce Tech Talk, on va parler du des traitements de cette pandémie Covid-19 et du boom des biotechnologies. On en parle donc avec Xavier Drouet, docteur en médecine. Il a fondé Défi Initiative et Innovation après une carrière scientifique dans la recherche académique, appliquée et industrielle. On en parle aussi avec Frédéric Suterlin, associé, responsable France de Alpha Blue Ocean, qui est un fonds d'investissement qui investit d'ailleurs en ce moment massivement dans le domaine des biotech et des medtech. Et puis nous avons en visio Alain Hurier, investisseur entrepreneur, cofondateur et président d'Advance France Biotechnologie, AFB, qui est une société de gestion qui investit en amorçage dans les sciences de la vie, en particulier sur des projets axés autour de la thérapeutique. Alors Xavier Drouet, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau, vous êtes mon scientifique de référence maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de biotechnologie déjà? Alors les biotechnologies, de façon générique, c'est tout ce que l'on fait au stade du laboratoire, au stade industriel, à partir de la matière vivante. Soit
la matière vivante en tant que telle, les ferments avec lesquels on fabrique le pain, les ferments avec lesquels vous fabriquez du vin, et puis de façon plus précise, depuis un peu plus d'un demi-siècle, avec des molécules issues du vivant qui ont été domestiquées et avec lesquelles on produit des anticorps monoclonaux, avec lesquels on fait des tests ADN, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait l'actualité, ces biotechnologies permettent de faire des vaccins de nouvelle génération qui sont particulièrement rapides à concevoir et particulièrement rapides à produire. Donc c'est des biotechnologies qu'on retrouve derrière, par exemple, les vaccins ARN dont on entend parler derrière les tests PCR, parce qu'on est devenus des spécialistes maintenant, finalement, sans le savoir, de ces biotechnologies. Tout à fait. La PCR, elle a été découverte dans les années 80, je ne me rappelle plus, 85 ou 87. C'est une méthode qui consiste à amplifier une toute petite quantité de matériel génétique, de l'ADN, en l'occurrence pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'ADN du virus, et de le rendre détectable et même mesurable. Ce qui permet de faire des tests. Alors, ça a été très longtemps des tests sophistiqués qui ne se faisaient que dans des laboratoires particulièrement bien équipés. Et aujourd'hui, ça s'est généralisé, diffusé à toute vitesse, au point qu'en France, on fait 3 millions de tests par semaine. Frédéric Suterlin, donc, je parlais du boom de ces biotechnologies. Pourquoi investir en ce moment dans ces biotech? Parce que c'est un contexte pandémique ou de manière plus générale, c'est vraiment l'avenir de la santé qui se joue là? Alors oui, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai que je pense que le grand public, en tout cas la population, s'est rendu compte via cette crise pandémique que les biotech étaient nécessaires et vitales, se rendu compte qu'en fait on avait un vivier de sociétés françaises qui étaient soit cotées, soit non cotées en bourse, et qu'en fait on avait un vrai savoir-faire en termes de recherche et sur ce secteur-là. Donc après, il s'est posé la question surtout du financement. Nous, on a investi, mais notamment pour financer ces sociétés-là. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un vide en France sur le financement du développement de ces sociétés. Souvent, il y a des venture capital au départ qui financent les premières recherches, les premiers essais cliniques. Mais après, il faut vite trouver des financements importants parce que ça coûte très cher. Et donc là, il y a la plupart du temps une introduction en bourse. Mais après l'introduction en bourse, une fois que ces sociétés ont levé beaucoup de capitaux et ont un horizon de financement un peu plus long, peut-être de 2-3 ans, il y a besoin de fonds supplémentaires. Ces sociétés ne peuvent pas s'endetter et se financer en dette. Les banques, en fait, ne prêtent pas parce qu'il n'y a pas de génération même de chiffre d'affaires. Donc on est sur des horizons beaucoup plus longs. Qui viennent chercher des investisseurs comme nous pour continuer à les financer avec différentes solutions, notamment en renforcement de fonds propres, donc en émettant des actions nouvelles, en renforçant le bilan de la société et pour pouvoir continuer à financer ces phases cliniques et arriver à prouver, alors c'est tout un process extrêmement long de l'EMA, de la FDA pour les États-Unis, avec différentes phases cliniques, 1, 2, 3, et à chaque fois il faut montrer patte blanche, en tout cas montrer que les résultats sont probants et qu'il faut qu'on a l'autorisation de continuer ces essais. Et quand ça aboutit, on a une commercialisation en fait on peut diffuser ce médicament via les big pharma par exemple. Mais en France, il y a eu très très peu, voire quasiment aucun dans les biotech modernes, aucune validation définitive de ce type de process. Donc c'est quand même très long. L'investissement c'est toujours un risque. Là, vous nous expliquez que finalement c'est encore plus risqué parce que c'est vraiment sur un temps très long, on n'est pas sûr du résultat, mais quand même on doit être rassuré par le contexte. On voit bien qu'aujourd'hui on a besoin de ces biotechnologies. Ah oui, ça c'est sûr qu'on en a besoin. Après c'est très risqué. En fait c'est un travail aussi de confiance, c'est-à-dire que nous on ne prétend pas en tant qu'investisseur financier qu'on maîtrise la totalité des process et la totalité des indications. On a une relation de confiance avec ces entrepreneurs qui sont souvent des médecins, des professeurs, qui sont passionnants, qui sont vraiment qui sont dévoués à leur société et qui sont vraiment à la recherche de solutions dans des thérapies ou des indications où aujourd'hui il n'y a pas de solution. Donc on s'est rendu compte avec le Covid qu'il y a quelques sociétés qui étaient sur des phases cliniques pour adresser une maladie ou une indication totalement orpheline.
et qui se sont rendus compte en faisant quelques tests que ça fonctionnait pour aussi soigner le Covid. Donc il y a eu des sociétés, je pense notamment à AB Science, qui s'est dit mais leur masitinib qui est censé traiter plutôt la SLA, le cancer du pancréas, en fait ça a des effets positifs sur le Covid. C'est pas une chance, mais voilà, c'est quelque chose de collatéral qui est très positif pour eux. Il y a eu d'autres sociétés dans ce cas-là. Et pour l'ensemble des citoyens. Donc bon, après les Américains sont allés assez vite aussi. Nous, on a trouvé en France des choses qui étaient assez positives, mais c'est des process qui sont longs et je pense que en effet il y a heureusement, tout n'est pas négatif dans cette crise, mais j'espère, en tout cas, on sent qu'il y a eu un réveil de la population en disant, mais oui, les biotech, en France, on a un vrai vivier, on est précurseur sur beaucoup d'indications, mais on manque un peu de financement, on manque un peu d'envie. La France, honnêtement, il y a des fonds d'investissement aux États-Unis qui font des centaines de milliards de dollars, et ils ont encore, quand je dis 20-25 ans d'avance, je pense qu'on est encore loin du problème, et alors, ça manque de... Je propose qu'on fasse réagir un collègue, Alain Hurier, qui est aussi dans un fonds d'investissement, Advent France Biotechnologie. Bonjour. Vous partagez le même constat que votre collègue Frédéric Suterlin ? Alors oui, je pense que déjà effectivement la crise sanitaire que nous vivons actuellement a mis en évidence l'intérêt des biotechnologies, y compris auprès du grand public. La France dispose de très beaux atouts dans ce domaine. Nous avons des instituts de recherche extrêmement performants. Nous avons une recherche clinique translationnelle de grande qualité. Et nous avons des instituts publics comme l'INSERM qui sont, par exemple, l'année dernière, le premier déposant de brevets biotech en Europe. C'est super parce qu'on n'arrête pas de dire qu'effectivement on a une recherche de premier plan en France, mais enfin résultat, on est quand même les derniers à pouvoir sortir un vaccin. Alors, ça, c'est un sujet aussi de priorité qui ont été données par certains groupes pharmaceutiques. Aujourd'hui, le manque de financement dont on parlait à l'instant est réel. C'est aussi pour ça que des structures comme les nôtres se sont installées il y a 5 ans dans le secteur. L'amorçage en France est absolument essentiel. Longtemps, la prise de risque a été difficile pour les entrepreneurs. Heureusement, ça change considérablement depuis une quinzaine d'années, mais tout ça a contribué à un retard en France dans le secteur, et je ne parle pas bien sûr de toute la chaîne de financement qui voit aussi son aboutissement à travers des marchés cotés, où aujourd'hui ça reste quand même les marchés anglo-saxons, notamment le Nasdaq, qui sont les grands marchés publics de la biotech. Xavier Drouet, on comprend bien qu'il y a peut-être un problème de financement et de dimensionnement de ces entreprises des biotech. En revanche, moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est comment on a réussi dans le monde, je ne parle pas de la France malheureusement, mais à créer des vaccins aussi rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur des biotech pour qu'on soit capable de le faire en un temps record, qui n'était même pas prédit par les scientifiques au départ de la pandémie ? Alors, nous avons assisté à un phénomène extrêmement rapide. En réalité, si ça a été aussi vite, c'est parce qu'il y avait déjà eu des travaux sur notamment les vaccins à ARN messager depuis une dizaine d'années, pour des applications qui n'étaient pas forcément la fabrication de vaccins contre des agents infectieux. On y pensait, et on y pense encore pour des traitements innovants pour le cancer. Et quand la crise de la pandémie est arrivée, les spécialistes de ces domaines ont immédiatement percuté que leur savoir-faire, le caractère générique de leur savoir-faire était applicable à la mise au point d'un vaccin dirigé contre un élément particulier du virus dont on pouvait prédire par l'informatique que le vaccin serait très vraisemblablement efficace. Ce qu'on appelle la bioinformatique ? Alors, la bioinformatique a été associée à du savoir-faire en génétique et en immunologie. L'immunologie, c'est tout ce que l'on sait à propos de la capacité du corps à se défendre contre des agents étrangers. Donc, c'est la conjonction de tout ça. Et oui, on est allé très vite pour réunir des connaissances qui avaient été acquises
des découvertes qui avaient été faites depuis quelques années. Pour certaines d'entre elles, je prends non pas les vaccins, mais le diagnostic, la PCR, qui date de beaucoup plus longtemps. Frédéric Stuterin, comment vous voyez-vous cette accélération des investissements dans les biotech en France? Est-ce que vous avez l'impression que ça y est, parce qu'on a un boom des biotech, mais est-ce qu'on a un boom des investissements en France dans ce secteur? Alors, pas encore, malheureusement. Pas encore, oui. Mais on sent quand même qu'il y a un peu de nouveaux acteurs, en tout cas pas un peu de pression des régulateurs, mais un peu d'envie de faire mieux. L'AMF a sorti il n'y a pas très longtemps une directive sur les prospectus pour alléger un peu la pression administrative des sociétés qui voulaient notamment se financer en capital sur les marchés. Moi, je suis vraiment spécialisé sur les marchés, sur les sociétés cotées, mais en fait, l'univers des biotech non cotées est infiniment plus grand. En fait, il y a beaucoup de sociétés qui essayent de lancer des nouvelles phases cliniques, de lancer des nouveaux projets. Nous, on arrive quand le projet est quand même déjà un peu plus finalisé, qu'il y a eu une introduction en bourse et qu'on sait où on va, même si on ne sait pas si on va y arriver. Mais on essaye tous d'aller vers l'objectif de ces sociétés-là en les finançant. Là, on sent que voilà, il y a plus d'envie, il y a plus de dossiers. La crise l'année dernière quand même nous a pas ralenti, mais en fait on a sous-estimé la puissance de l'État, notamment via la perfusion de l'économie, via les PGE en particulier. Donc en fait il y a beaucoup de sociétés prêts garantis par l'État, ont poussé nos clients à utiliser ces prêts garantis par l'État, même s'ils n'en avaient pas forcément besoin dans l'immédiat, mais au moins elles ont sécurisé quand même un peu plus de cash, ce qui était pour la plupart extrêmement innovant parce que personne s'était endetté financièrement, donc contracté de la dette financière par n'importe quel artifice, mais en tout cas celui-là a été le premier pour la plupart d'entre elles, sauf que maintenant il va falloir commencer à les rembourser parce que les conditions de ces PGE vont aller en s'augmentant au fur et à mesure des années. Je pense qu'à la fin de l'année ça va déjà, les taux de base, les taux d'intérêt vont commencer à augmenter et donc pour elles supporter une charge financière ça va être compliqué, donc on va trouver des solutions qui soit pour se substituer au PGE et pour pas qu'il y ait de problème de remboursement et de ce qu'on appelle de mur de dette, soit pour les financer autrement, et elles utiliseront sûrement une partie de nos financements pour rembourser ces PGE avant leur maturité. Donc donc je pense que l'activité vraiment du financement autre qu'étatique va vraiment décoller cette année ou l'année prochaine. Là, le 2020 en fait a été assez spécial. On s'est dit mais là il va falloir financer une grande partie de ces sociétés-là. En fait, l'État nous a aidé plus que de raison, en tout cas plus qu'on l'imaginait, et ça a bien fonctionné, quoi. Alors oui, je vous faisais référence en préparant cette émission à une étude de Carista qui disait que la France était le pays d'Europe occidentale qui comptait le plus de fonds d'investissement dans l'e-santé. C'est-à-dire que nous, on est plutôt spécialisé dans les medtech que dans les biotech, c'est ça? Alors la medtech en fait est plus compréhensible du grand public parce qu'on est sur des choses matérielles, on est sur des machines de radio du corps en rayon X ou en IRM, on est sur des choses qui sont palpables pour les gens en fait le commun des mortels entre guillemets. Après l'e-santé, on a aussi la chance en France d'avoir énormément d'écoles d'ingénieurs, donc on est assez calé en informatique où vous receviez tout à l'heure là quelqu'un de Station F, c'est quand même un vivier aussi de ce genre de technologie et de sciences. Donc en fait la combinaison des deux fait qu'on est fort de facto. Après l'e-santé c'est vraiment l'informatique dédiée à la santé. Donc maintenant il y a des sociétés qui créent des logiciels pour gérer l'insuline dans le cadre des diabètes. Donc il y a toute cette combinaison en fait de sciences informatiques et de médecine en fait se fait très bien et se combine extrêmement bien en France. Oui. Et ça on maîtrise mieux. C'est plus compréhensible en tout cas. Alain Hurier, comment vous voyez l'activité sur l'amorçage dans les biotechnologies? Est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes cette année? Alors, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur. Frédéric parlait à l'instant de l'univers du non-coté. Nous avons vu sur ces 4 dernières années pratiquement 1000 dossiers. Donc, on voit beaucoup d'innovations, de rupture. Bien entendu, on ne peut pas tout financer. Et on a vu aussi une accélération l'année dernière. On a fait beaucoup d'investissements l'année dernière en comparaison de 2019 et 2018. Beaucoup d'innovations qui sortent des laboratoires, qui sortent des grands instituts. Donc il y a effectivement un secteur qui est très dynamique, qui donne des projets aussi plus maturés par les instituts de recherche. On voit des projets beaucoup plus avancés, beaucoup plus maturés. Et ça, c'est très positif pour le futur. Très positif. Et comment on fait après pour consolider l'écosystème ?
Alors, pour consolider l'écosystème, on sait qu'on a, notamment aussi dans les plans de relance et les différentes initiatives du gouvernement, mis l'accent sur les fonds de croissance. Les fonds de type Tibi, par exemple. Aujourd'hui, l'amorçage ne doit pas être oublié, car finalement, amorcer un bon écosystème, c'est aussi faire en sorte qu'on puisse apporter des fonds de croissance ensuite. Donc le sujet est très important dans l'amorçage. Aujourd'hui, peu d'acteurs sont spécialisés en amorçage. L'amorçage a été longtemps perçu comme une activité risquée, avec des cycles extrêmement longs, a fortiori dans les biotechnologies où les entreprises ne gagnent pas d'argent. Les choses sont en train de changer. On a annoncé il y a peu de temps une augmentation de capital sur une société que nous avions amorcée il y a 2 ans et demi. Société qui pourrait tout à fait se coter sur un marché d'ici l'année prochaine. Donc on voit que les cycles se raccourcissent, on voit qu'il y a plus d'argent aussi, on voit des fonds étrangers, notamment américains, qui viennent de plus en plus en Europe et en France. Donc tout ça va contribuer à l'essor du secteur pour lequel la France avait effectivement un retard. Quand j'entends, moi, des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, ça m'étonne. C'est-à-dire que j'entends bien qu'il y a toute cette partie de recherche et développement qui prend du temps et où le retour sur investissement n'est pas immédiat, mais il y a un moment où ça paye quand même, ces biotech. Ah bah ça paye quand ils Ça doit payer très bien même. Ça paye très bien quand ils ont réussi à prouver que les essais cliniques répondaient en fait à la demande et qu'il y a une indication précise aux médicaments, ou en tout cas aux traitements, pendant lesquels ils ont cherché à prouver les bienfaits pendant des années. Donc oui, après, ça peut se transformer en pharma, ça peut être vendu à une activité de grand laboratoire, mais c'est très long, quoi. Donc on est dans un univers, en effet. C'est combien? Parce que très long, les temps se raccourcissent en ce moment. Hein. Tout dépend de la complexité de la technologie, des contraintes d'industrialisation et de la contrainte réglementaire. Parce que pour un traitement comme pour un diagnostic, vous ne pouvez pas mettre un produit sur le marché comme ça en claquant des doigts. Voilà. Même si là, l'urgence fait que ça semble beaucoup plus facile et rapide. S'accélère, les processus réglementaires s'adaptent aussi petit à petit, et on peut espérer que ça sera de mieux en mieux aux caractéristiques propres à ces biotechnologies. Donc pour un produit diagnostique, voilà, ça peut être quelques mois ou 1 an, 18 mois, enfin tout dépend des étapes qu'il faut franchir pour que le produit soit validé et que les résultats qu'on obtiendra du test diagnostique sont fiables. Pour un médicament, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour s'assurer qu'il n'est pas toxique, pour s'assurer des conditions de son efficacité, de son spectre d'efficacité, de ses effets indésirables, etc. etc. Et là, c'est quoi? Dans certains cas, ça peut 10 prendre 10 ans. Oui. Ça peut prendre 10 ans. C'est ce que j'allais dire, oui, une dizaine d'années. Alors, pour lui donner un peu de chair, si je puis dire, à ce domaine des biotechnologies, c'est la médecine du futur, Xavier Drouet. Dans quoi on va les retrouver demain, ces biotech? Alors, on les trouve déjà dans le traitement du diabète. Je vous rappelle que l'insuline est fabriquée avec des bio-organismes, des micro-organismes qui ont été modifiés, ce qui permet la production en masse, alors qu'autrefois il fallait l'extraire de pancréas, c'était très compliqué. Les biotechnologies ou certains produits issus des biotechnologies, comme l'érythropoïétine, qui ne sert pas qu'à doper les cyclistes, sont utilisés en cancérologie ou pour le traitement de certaines pathologies du sang, voire des effets connexes de leucémie. Et puis, la médecine du futur, c'est, pour prendre un exemple, mais ce n'est pas le seul, des technologies comme le mRNA, qui, est véhiculé, qui est apporté à l'organisme dans des petites vésicules, qui lui permettent d'atteindre sa cible. Ici, des cellules qui ensuite vont le transformer en une protéine contre l'organisme, va se défendre et se défendra ensuite contre le virus. Mais cette technologie pourra servir à traiter des pathologies cancéreuses et d'autres pathologies infectieuses.
On peut penser aussi, dans toutes les limites éthiques qu'il conviendra de mettre en place, à des thérapies géniques ou des thérapies cellulaires qui vont nous permettre de traiter des maladies génétiques ou des maladies qui jusqu'à maintenant étaient des maladies incurables. L'hémophilie, par exemple. On arrive pratiquement à la fin de ce débat. Je voulais terminer avec peut-être le gros dernier investissement de votre fonds, pour nous donner une idée concrète de sur quoi vous investissez. Celui qui est assez emblématique, c'est Eritech Pharma, qui est une biotech lyonnaise cotée en bourse qui capitalise à peu près 150-160 millions d'euros de capitalisation, qui fait un peu justement ce dont on vient de parler, d'encapsulage de molécules pour aller traiter les cancers vraiment dans les endroits spécifiques et avoir vraiment un traitement ciblé de cancer ou dans les applications aujourd'hui, dans les indications, on n'a pas de réponse adéquate et en tout cas très, très positive. Je pose la même question à Alain Huriet, très très vite. Le dernier gros investissement d'AFB ? Alors, le dernier gros investissement, c'est dans la fibrose pulmonaire, fibrose colique. Donc, c'est une société qui s'appelle Agomab, que nous avons annoncé il y a 3 semaines. À tous les trois, Alain Huriet, cofondateur et président d'Advance France Biotechnologie, Xavier Drouet, expert et fondateur de Défi Initiative et Innovation, et Frédéric Sutherlin, associé responsable France d'Alpha Blue Ocean. Juste après la pause, on part dans le monde du jeu vidéo en quête de quelques news importantes à retenir. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président fondateur de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, on ne va pas prendre un sujet mais 4 actus qui ont retenu votre attention, à commencer par l'éventuel rachat de Discord par Microsoft, dont nous avions d'ailleurs parlé vendredi lors du débrief de Smart Tech. Et moi, je voulais connaître votre point de vue sur cette hypothèse très sérieuse. Et oui, parce que depuis une semaine, la toile s'enflamme autour de cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que Discord ? Discord, tout le monde connaît. C'est une application, un site, un service qui permet à tout un chacun de créer des salons de discussion et d'inviter d'autres personnes à parler, à discuter. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle dans le Game Business ? D'abord, parce que Discord... C'est issu du jeu. Voilà, à des connexions sur Twitch, à des connexions sur le Xbox Live, sur Steam, sur Battle.net, bref, tous les gros carrefours d'audience du jeu, mais surtout parce que Discord est quasiment utilisé que par des gamers. Bon. Qu'est-ce que fait un gamer quand il a envie de jouer en équipe ? Il doit parler avec son équipe pour savoir qui va en haut, à droite, en bas, à gauche. Bon. Et là, il a 2 possibilités. Soit il utilise un logiciel d'un jeu, Fortnite met à disposition des joueurs une interface pour discuter, Sea of Thieves, ou alors, qui est un autre jeu, qui met aussi une autre interface à disposition des joueurs, ou alors les joueurs utilisent un logiciel tiers qui n'a rien à voir avec le jeu pour discuter. Et en fait, c'est le choix qui a été massivement choisi par l'ensemble des joueurs. Ça montre la communauté. Pourquoi est-ce que les joueurs vont sur un logiciel tiers ? Parce que les joueurs ont besoin de parler, pas seulement pendant le jeu. Ils ont besoin de parler avant pour préparer leur équipe, leur tactique, et après le jeu pour débriefer. Bref, il y a une vraie communauté autour de tout ça, et il y a Discord. Alors, fin de semaine, on parlait d'une offre à 10 milliards de dollars faite par Microsoft à Discord. Est-ce que vous avez toujours les mêmes infos ? Et est-ce que ça vous semble être un prix d'acquisition en ligne avec le marché ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas été dans la data room de Discord, donc je ne sais pas si Discord et les 140 millions d'abonnés, d'utilisateurs actifs de Discord valent 10 milliards ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les outils de productivité... Des utilisateurs actifs gratuits. Il y en a pas mal qui payent. Parce que justement, Discord permet aussi de partager les coûts de serveur très simplement et très intelligemment. C'est pas mal, vraiment, vous pensez ? Enfin bon, je sais pas. Ils perdent 130 millions de dollars par an. Donc, voilà, à vous de faire le calcul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les outils de productivité valent aujourd'hui très cher. Slack s'est fait racheter par Salesforce 27 milliards. Par Salesforce 27 milliards. Trello s'est fait racheter 1,5 milliard par Atlassian. On a vu GitHub aussi racheté par Microsoft. Alors pourquoi est-ce que Microsoft veut mettre la main sur Discord ? D'abord parce que Discord c'est le numéro 1. Donc forcément il attire un certain nombre d'acteurs. Ensuite parce qu'il peut y avoir une synergie intéressante avec le Xbox Live, ça c'est évident, mais peut-être même avec LinkedIn.
des salons de discussion sur LinkedIn, ce serait rigolo. Mais surtout, pour moi, la raison première, c'est que Discord est une formidable caisse de résonance pour écouter les joueurs, savoir ce que les joueurs pensent des jeux. Et Microsoft, qui par ailleurs investit des milliards dans des studios de jeux qui font des jeux, voilà, ils auront le feedback en direct de ce que pensent les jeux et de ce qu'attendent les joueurs au travers du Discord. Intéressant. Alors, on débattait aussi avec Christophe Holnet, qui, je rappelle, un ex-Microsoft, des appréhensions possibles des conséquences d'un rachat par un géant comme Microsoft. Est-ce que vous avez eu des retours de la communauté des gamers ou du secteur ? Alors, d'abord, retour des financiers. Les financiers sont ravis parce que Discord perd beaucoup d'argent. Microsoft a par ailleurs un réseau cloud qui va pouvoir accueillir Discord. Donc, on peut imaginer que très rapidement, Discord va retrouver à la fois rentabilité et fiabilité. Bon. Mais les joueurs, pas du tout le même écho que les financiers. Ils sont très, très inquiets, voire furieux. D'abord parce qu'ils perdent un outil qui était indépendant jusqu'à présent et qui respectait leur vie privée, donc ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés par Microsoft si l'opération devait se faire. Et puis, ils ont un peu peur de Microsoft, parce que Microsoft a échoué dans le domaine des médias sociaux. Ils ont échoué à racheter TikTok, ils ont fermé Mixer, qui était la plateforme de streaming dont on a déjà parlé aussi ici. Et puis, avec Skype, qui est aussi un logiciel de discussion, on ne peut pas dire que le rachat de Skype par Microsoft ait été quelque chose qui soit très bien passé, à tel point que Microsoft a fait le propre concurrent de Skype avec Teams. Bref, si ce rachat se fait, ce sera le plus gros rachat de Microsoft depuis 2016 avec LinkedIn. Vous l'avez dit d'ailleurs le vendredi matin, 26 milliards de dollars. Microsoft a quand même changé sa stratégie. Un rachat plutôt réussi, c'est ça qu'on constatait aussi. Voilà, parce que depuis 4-5 ans, Microsoft a changé sa stratégie d'intégration, on va dire, des sociétés qu'il rachète. Affaire à suivre. On enchaîne avec d'autres news. Vous vouliez nous parler du cloud gaming. Oui, parce qu'on a eu une news un peu surprenante en début février dernier. Google Stadia, le service de cloud gaming de Google, a décidé de fermer ses 2 studios de développement. Donc plus de jeux en exclusivité sur le service de cloud gaming de Google. Pourquoi ? Est-ce que c'est un aveu que Google souhaite arrêter ou se désengager du cloud gaming ? En fait, aujourd'hui, le cloud gaming chez Google, c'est 5,5 millions de personnes. En tant que tel, c'est pas mal, mais à l'échelle de Google, c'est pas beaucoup. Donc ça n'a pas si bien marché que ça, à l'échelle de Google. Mais parallèlement, il y a eu énormément d'investissements technologiques qui ont été faits par Google, et le service de Google, il est juste formidable. C'est le meilleur service technique qui existe dans le cloud gaming dans le monde. Et des investissements qui contredisent cet éventuel arrêt total de Stadia, du service. Et quelle est votre interprétation à vous ? Alors, Google n'a pas annoncé l'arrêt du service. Google a annoncé l'arrêt de ses studios de développement. Oui. Désengagement des studios de développement. Non, mais qui peut laisser entendre que... Ça sent un peu le roussi pour Google Stadia. Moi, ce que je parie, c'est que Google va arrêter quelque part Google Stadia et va proposer ses technos en marque blanche à des sociétés qui pourront s'en emparer et vendre du cloud gaming, des sociétés comme Blade, avec le service Shadow par exemple. Et pourquoi le français Blade ? Parce que le français Blade va pas très bien aujourd'hui. Malheureusement aussi, encore un acteur de cloud gaming qui va pas très bien. Ils sont en cessation de paiement aux US, ils sont en redressement judiciaire en France. Il y a Octave Klaba, le patron de VH, qui a décidé de faire une offre de reprise. Les dirigeants aussi, actuels de Shadow ont aussi fait une offre de reprise. Bref, ça va pas très bien pour le français Blade. On va voir ce qu'ils vont faire demain. Ils vont sûrement retrouver un repreneur. Moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, au travers de ces 2 nouvelles qui sont en demi-teinte, c'est qu'effectivement, le monde du cloud gaming se cherche aujourd'hui, mais je suis absolument certain que quand les réseaux seront vraiment largement, sans aucune latence, avec un jitter qui soit quasiment nul, et des composants haut de gamme qui seront beaucoup moins chers que ce qu'ils sont aujourd'hui, que le cloud gaming saura s'imposer dans le monde des gamers. Merci Guillaume Monteux. On suit ces news du monde du jeu vidéo avec vous chaque semaine. Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre la découverte du goût des vins de l'espace.
Et demain, les vins qui auront séjourné dans l'espace auront-ils un meilleur goût que les grands crus qui ont gardé les pieds sur terre, Cécilia? Ben oui, la réponse est oui, parce qu'une société française, Space Cargo Unlimited, a organisé une mission d'envergure, la mission WISE, avec un objectif: développer le vin de demain, un vin spatial donc pour une agriculture saine et pérenne, et puis un secteur viticole qui résistera, c'est très important, au réchauffement climatique. Alors en fait, l'objectif, c'est de tirer parti des effets de la microgravité qu'on retrouve dans la station spatiale internationale. Pour y arriver en 2019, 12 bouteilles de Pétrus et plus de 300 pieds de vigne ont embarqué dans une navette spatiale pour rejoindre la station spatiale internationale qui est à 400 km d'altitude, je le rappelle, et qui tourne autour de la Terre à 28 000 km/h. D'ailleurs, le PDG est venu sur le plateau de Stéphane Soumier sur Bismart, Nicolas Gomme, pour parler de ces échantillons qui venaient d'arriver. Et donc, juste avant de les goûter, il racontait que ça avait été très compliqué de créer une cave qui ne dérange pas les astronautes. Donc les astronautes eux-mêmes ont dû déplacer les bouteilles pour qu'elles restent réfrigérées à bonne température. D'accord. Et donc ces bouteilles sont retournées sur Terre. Oui. Et il y a eu une dégustation. Exactement. Elles sont retournées sur Terre après 500 heures de voyage à peu près. Et donc il y a eu une dégustation avec une équipe qui s'est réunie pour la goûter. Et d'après le dirigeant, les 2 bouteilles ont été unanimement considérées comme de très grands vins. Alors il y a des différences qui ont été perçues avec les bouteilles classiques, comme par exemple la couleur des vins, ou alors une variation qu'on aurait vue de reflets tuilés. Pour vous donner, pour que vous vous imaginiez à quoi ressemble le vin de demain. On a aussi constaté une variation des composantes d'arômes et de goût. Ils ont été décrits avec un vocabulaire assez riche, un vocabulaire d'œnologie évidemment. On a parlé de douceur, d'harmonie, de persévérance, de persistance aussi. Donc c'est des mots qui rappellent un petit peu l'espace, si on veut. Persévérance, surtout en ce moment. Oui, c'est vrai. Et puis pour ce qui est de la couleur de la frange, vous savez, c'est le disque qui est dans le verre. Eh bien, il y avait là aussi des reflets tuilés, presque rose. Donc on a vu sur les 2 vins les mêmes différences par rapport à un vin classique. Donc après, bien sûr, il faudra analyser la composition chimique, parce que là, c'est simplement une étude du goût, de l'odorat et de la vue. Et sur les pieds de vigne aussi dont vous avez parlé. Oui, 320 sarments de vignes qui ont été envoyés. Dès qu'ils sont rentrés, peu de temps après, ils ont été plantés. Et la surprise, les pieds de vigne ont poussé beaucoup plus vite que des pieds de vigne classiques qui ont été plantés dans les mêmes conditions. Il y a même des bourgeons qui sont déjà sortis. Alors évidemment, c'est encore prématuré d'en tirer des conclusions scientifiques de ces premiers résultats, mais c'est quand même assez prometteur. C'est une approche qui consiste à utiliser l'espace comme nouvelle dimension de recherche pour l'avenir de l'agriculture ici sur Terre. Et ça, c'est assez passionnant. Donc les prochaines étapes, et bien sûr, c'est l'analyse chimique précise de ce vin de l'espace qui sera peut-être le vin de demain. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab, le rendez-vous où pitchent les entreprises du numérique. Et on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.